vais présenter donc les participants à ce panel, et puis très très rapidement, puisque vous n'avez pas encore les noms qui s'affichent. Donc immédiatement à ma gauche, donc Savitri Joly-Gonfard. Donc vous êtes co-réalisateur d'un clip et de films, mais d'une manière plus générale, mais d'un clip notamment dont on va parler tout à l'heure pour le groupe Gunship. Et donc je vous laisserai vous présenter dans un instant. Nicolas Rigaud, juste à côté de lui, qui est Head of 2D chez Digital District, et qui a eu l'occasion déjà d'expérimenter, y compris d'ailleurs en production. Il nous en parlera des outils d'IA, et donc ce sera intéressant de voir comment ce studio intègre aujourd'hui, et vous, même au niveau de votre métier, comment ça transforme un petit peu les usages. Immédiatement à côté de lui, Rodolphe Chabrier, donc, qui est le dirigeant du studio MacGuffline, et qui est bien connu, hein, puisqu'il est déjà, enfin, sur ce sujet en particulier, puisque bon, déjà ça fait depuis 2018 que vous êtes présent sur l'IA, mais en plus vous êtes déjà venu sur une table ronde l'année dernière, donc on fera une petite mise à jour par rapport à ce qui s'est passé depuis. Et puis Alvaro Lamarche Tolosa, donc qui est cofondateur de la société Mago Studio. Et donc on aura l'occasion avec lui de voir le fonctionner, et puis qui nous explique un petit peu la genèse du logiciel, la solution logicielle qui développe, et que vous pourrez donc après cette conférence éventuellement, si vous le souhaitez, aller voir au PIDS-XP. Peut-être Savitri, est-ce que vous voulez qu'on passe quelques images pendant que je vous laisse vous présenter du clip notamment que vous avez réalisé il y a déjà 2 ans, je crois. Un an. Hein. Alors je mets pas le son, hein, parce que c'est quand même assez assez tonitruant, mais et puis bon, c'est une qualité YouTube, mais en tout cas ça marche. Allô, oui. Oui, bonjour à tous, et merci pour l'invitation. Donc en effet, je suis Savitri, je fais partie du duo de Seth Ackerman, je suis 50% de la team Seth Ackerman. Et donc on a fait ce clip en effet parce que justement, donc ça remonte presque 1 an et demi. Et pour l'IA, c'est énorme. On a l'impression que c'était la préhistoire. La vidéo, on n'en parlait même pas à l'époque. Et en effet, ce clip existe uniquement parce que l'IA était la possibilité de tester des nouveaux outils. Donc nous, c'était comment, on est des réalisateurs, mais on met beaucoup les mains dans le moteur. Et on a, comme par exemple Trimaran, qui nous aide dans nos projets un peu compliqués et utopiques. Et grâce à eux et à l'IA, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait moyen avec ce clip de tester les possibilités de l'IA, mais on ne voulait pas tomber dans le piège que ça vieillisse trop vite, d'utiliser il y a 1 an et demi, tout ce qu'on pouvait faire avec l'IA, c'était un peu basique, et c'était un peu... ça pouvait être un piège de tomber dans tout ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est resté fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire réaliser un point de vue qui était propre, avec un univers qui nous était personnel, mais quand même saupoudré et traité avec la technique de l'IA. Donc est-ce qu'on a réussi le pari? Je l'espère. Voilà, c'était l'idée de tester l'aventure IA avec ce premier clip. Et comment s'est passé le process de création? Vous avez d'abord testé des choses. À quel moment vous vous êtes dit, bon voilà, c'est vraiment, j'ai suffisamment une maîtrise des outils pour me lancer sur l'ensemble du clip? Ouais, le problème de l'AI, c'est le contrôle, justement, et toujours maintenant d'ailleurs. Et nous, on sait ce qu'on veut. Donc il était hors de question que l'IA décide pour nous, ou qu'on fasse juste du texte et la laisser complètement libre. Donc on l'a utilisé un peu de manière hybride, c'est-à-dire on a
On a travaillé une grosse base 3D pour en fait donner le contrôle absolu des designs, des mouvements de caméra, même des lumières. En fait, il fallait donner énormément de détails. Moins tu donnes de détails, en fait, l'IA en fait te donne pas grand-chose. Et après, sur certains éléments, on lui donnait plus ou moins de liberté. Donc, par exemple, pour l'exemple de ce clip-là, tout ce qui est un peu organique, je lui donnais une grande liberté. Et alors que le reste, on avait beaucoup moins, tout ce qui était mécanique et tout, c'était les détails de la 3D étaient plus fournis. Donc, plus on donne de liberté à l'IA, et moins il y a besoin de travailler une base 3D détaillée. Donc, c'était intéressant de travailler comme ça, en manière ébauche. Et ce clip-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était dit... on se donne pas de limites, et c'est ça qui était cool avec ce que permettait l'IA, parce que faire ça en 3D classique, ça aurait été impossible, ça nous aurait pas plu, le rendu ça aurait été trop compliqué de faire ça de manière, en image de synthèse de manière classique, ça aurait pris trop de temps et ça aurait été trop onéreux. Mais tout d'un coup, l'IA arrivait et elle pouvait donner une matière un peu plastique qui nous intéressait plus. Et on s'est dit, en fait, tout est possible, parce qu'il suffit de travailler on va dire, entre guillemets, en ébauche, en croquis, même en 3D, je parle. Donc, on peut travailler beaucoup plus rapidement, pas dans les détails, et juste se faire plaisir sur la mise en scène, sur l'imaginaire. Et c'est ce qu'a permis l'IA, c'est en fait se débrider complètement. Ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et après, le traitement IA... voilà, c'est en surface, c'est presque un vernis en fait, parce que voilà, on l'utilise pas vraiment comme c'est-à-dire, on n'a jamais vraiment généré de plan entièrement généré par l'IA, quoi. Donc c'est une manière hybride de l'utiliser, quoi. Et ça, c'était important que vous gardiez cette maîtrise des outils 3D avec lesquels vous avez déjà l'occasion de créer d'autres films. Oui, en fait, ça nous intéresse pas du tout que ce soit l'IA qui nous fournisse l'intégralité des images, surtout qu'en fait, c'est quand même impossible. Et même maintenant, même en ce qui concerne la vidéo, on peut faire un plan super chouette, mais il est très difficile à contrôler. Puis d'un plan à l'autre, ils sont complètement différents. Donc maintenant, alors peut-être bientôt, dans quelques années, ça sera obsolète. Hein, on y arrivera, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc moi, ce qui nous intéresse en tant que réalisateur, c'est de garder une vision précise et cohérente pour une œuvre du début à la fin. Donc c'était notre manière. Après, là, il fallait aussi accepter le côté saccadé. Donc il y a un côté un peu plastique, un peu graphique que je trouve intéressant. Après, ça marche évidemment pas pour tous les clips. Mais surtout qu'à l'époque où j'ai fait le clip, il était hors de question de faire de la vidéo. Donc c'est que de l'image, on a traité que de l'image qui donne un côté animation et qui casse justement le côté 3D un peu moche, voilà, qui nous plaisait pas. Donc c'était une bonne expérience en tout cas d'utilisation d'IA en ce qui nous concerne. Cette expérience, elle a duré combien de temps? Quelles sont un peu les difficultés que vous aviez rencontrées? Vous étiez deux réalisateurs, il y a eu d'autres équipes au sein de Trimaran, par exemple, votre partenaire, qui sont intervenus? Non, on est deux réalisateurs et on met, comme je disais, beaucoup les mains dans le moteur, donc on fait tout nous-mêmes. Et en effet, il y a Trimaran qui nous aide, mais surtout pour les rendus qui sont sans render farm, on peut rien faire. Mais non, c'est équipe réduite. De toute façon, c'était les petits moyens. Et puis l'idée, c'était de tester les possibilités de l'IA. Donc en gros, on a mis 4 mois pour faire le clip, 2 mois de 3D. Et un pré-compositing, parce qu'il faut quand même travailler. Enfin, plus on précise quand même ce qu'on donne à mouliner dans l'IA, et plus on arrive à garder le contrôle. Donc un pré-compositing. Après, on traite tout dans l'IA en diverses itérations, puis en diverses versions. Et après, il y a un compositing final pour mélanger les rendus 3D avec. Mais bon, c'est pas aussi simple parce que ça saccade quand même pas tout le temps. Donc il y avait aussi une sorte de mix, de caméra mapping sur la 3D, des rendus d'IA pour choisir juste les éléments qui saccadent et d'autres qui saccadent pas. Parce que quand ça saccadait trop, il y a des moments où c'était pénible. Donc on
on a choisi nos éléments qui saccadaient. Et voilà, donc c'est un mélange de pixels et je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de triturer l'image 3D dans tous les sens, quoi, d'aller vraiment utiliser toutes les techniques pour retourner ton signal dans tous les sens. Et je trouve qu'à la fin, ça donne quelque chose d'intéressant. En tout cas, on ne sent pas la 3D qui me faisait peur. Voilà. Merci. On reviendra sur déjà le fait que depuis, il y a eu du temps qui s'est écoulé, donc c'est peut-être intéressant de voir comment vous avez évolué dans votre pratique depuis ce clip. Nicolas Rigaud, donc, vous êtes donc, Head of 2D donc, au sein de Digital District. Et à ce titre-là, donc, expliquez-nous à quel moment l'IA s'est imposée, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil au départ, et puis maintenant, petit à petit, comment ça s'intègre dans les process de votre société. Bonjour. Nous, ça a été très progressif. Donc, on a quand même... ça a commencé un peu comme un club d'après-travail de geeks, on va dire. Donc, je pense qu'il y a à peu près 3 ans, ça commençait à arriver, l'IA générative, etc. Un petit peu tous les gens qui s'inquiétaient aussi un petit peu avec tout ça. Et ce qui m'a surpris en interne, c'est que c'est justement plutôt que nos petits jeunes qui arrivaient, un petit peu les juniors, etc., ça a plutôt été les vétérans, exactement, qui se sont intéressés parce que je pense qu'ils avaient compris que c'est pas la technique qui compte, donnez-nous plus d'outils. Et surtout, ceux qui font beaucoup de 2D, j'ai eu l'impression. Bon, je m'occupe de la 2D, donc je suis biaisé. Mais qui ont un côté, nous on a très peu d'outils, en fait on a les mêmes depuis 20 ans maintenant, donc quand il y a quelque chose de nouveau, on se jette dessus. Et comme j'ai dit, voilà, c'était ce petit club qui parlait de ce qui était en train d'arriver, etc. On a certains de par exemple notre vétéran Matt Painter qui touche à tout, Lardux, il a commencé à s'intéresser, il a commencé à nous sortir un petit peu d'IA générative au milieu de ces matte paintings. Et ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on avait des gens qui avaient un œil vraiment aguerri et qui justement ne sortaient pas ces images très typées IA. Et on lui demandait, t'as fait comment? Il dit, ah non, mais moi je génère pas une image, j'en génère 50, je prends des petits bouts et tout. Et lui, il a remplacé ce qu'on va faire avec Google Images ou les librairies de photos par ça. Et ça a vraiment été le pied dans la porte pour l'IA. Parce que ça a juste généré des choses qui étaient directement en production. Et grâce à ça, on a pu prendre notre petit club et l'amener, aller voir notre patron, Danesi, et lui dire est-ce que maintenant on peut embaucher, est-ce qu'on peut avoir une vraie équipe qui cherche dans tout ça. C'est quoi une image type IA? Justement, je pense que tout le monde a vu des tonnes et des tonnes d'IA. Les premières, on se dit, oh, c'est incroyable. Et puis quand on en a vu 2000 ou quelque chose comme ça, on se dit... Et même sur Internet, maintenant, quand on voit une jolie image, le premier réflexe des gens, c'est de dire, ah c'est de l'IA. Ou des choses comme ça. Donc c'est très process, c'est peut-être même déjà fini. Mais en tout cas, on a eu une période d'au moins 2 ans où il y avait un type IA. Et le but, c'est de s'en éloigner. Donc je pense que comme je dis, ce qui va être hyper important pour nous, c'est d'avoir des gens qui ont un très bon œil et qui sont capables de faire la différence entre une belle image. C'est comme l'époque où on disait on mettait du glow partout. On a mis des bokeh partout. Maintenant, on va mettre de l'IA partout, des choses comme ça. Faut des gens qui soient capables de savoir ce que c'est une belle image hors de toute considération technique. Et donc, vous l'avez intégré aussi pour optimiser certains process au sein du studio. Là, on ne parle pas forcément d'IA générative, mais de l'IA en tant que telle, plus générale. Moi, je le divise en 2 catégories. Il y a les choses qu'on faisait déjà avant et qui étaient juste demander beaucoup de petites mains ou des choses comme ça. Donc forcément, tout ce qui est ça optimiser tout ce qui est rotoscopie, extraction de masques, toute cette partie qu'on imagine tous. Ça, c'est d'un côté. Et effectivement, il y a l'autre côté qui est le process créatif. Même en production, il y en a qui l'utilisent chez nous. Je regarde dans le public. Voilà, deux choses très séparées. Ça répond à la question.
Et donc, de ce petit groupe, finalement, petit à petit, vous avez intégré, j'imagine, vous avez commencé à développer des process. Vous avez utilisé certains outils, lesquels et comment? Alors, pour nous, le gros game changer, ça a été Config.ui, qui justement plaît beaucoup parce qu'on a un pipeline Nuke Houdini, donc Node-based. Et là, on arrive avec Config.ui qui est de l'IA Node-based, et ça a un petit peu relaxé tout le monde. Ok, on comprend, ça va dans tel sens, etc. Et du coup, les gens ont pu le prendre très rapidement en main. Ça, c'était quand même pour les gens un petit peu passionnés, aguerris, et notre team a pu faire des outils Nuke directement qui se basent sur Config.ui, mais c'est des nodes Nuke. On est encore plus à la maison, on va dire. Et c'est pour ça que notre team IA, en gros, ce qu'elle fait, c'est maintenant, c'est presque des plugins. Donc, c'est des plugins pour les graphistes, des outils très très simples. Donc on a des gens qui carburent comme ça dans le noir, et les autres n'ont plus qu'à... franchement, c'est aussi simple qu'un petit gizmo Nuke. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est sur combien de productions Ah oui, vous voulez nous montrer peut-être quelques exemples. Voilà, ça c'est Config.ui par exemple. Si on a fait un petit peu d'Houdini ou de Nuke, franchement on n'est pas du tout perdu. Mais quand même on aime bien avoir quelqu'un qui nous l'a un peu préconfiguré en ce moment. Parce que la difficulté effectivement c'est... Donc nous on a une veille technologique, comme on aime l'appeler, avec des gens qui font que ça, parce que moi personnellement j'ai pas le temps de savoir quel est le dernier algorithme, parce que maintenant on nous dit ah non ça c'est vieux, ça a 2 mois. Ça commence à être compliqué, et effectivement on a des gens qui vraiment voilà, j'ai trouvé ça il y a 2 jours, c'est mortel, le lendemain c'est déjà disponible pour nous, sans en faire d'efforts, parce que moi juste l'installer j'ai abandonné. Et ensuite, comme vous travaillez principalement sur des films de commande, quand vous réalisez des trucages ou de l'idéation sur des images, vous en avertissez les clients? Comment ça se passe à ce niveau-là, et quel est le ressenti? Enfin, comment vous gérez cet aspect-là? Très bonne question. Pour l'instant, comme je dis, ça nous arrivait de faire de la recherche, effectivement, pour lancer plus d'idées. Moi, perso, je suis rarement convaincu par ces recherches. On a quand même des personnes ultra talentueuses qui, généralement, utilisent vraiment pour des fragments. On parlerait, je sais pas comment... Tous les math painters de nos jours, ils vont sur Google prendre des petits bouts d'images, des références, des choses comme ça. On est au courant, là l'IA c'est pareil, c'est vraiment juste j'ai besoin d'un petit bout de muret qui va bien dans la bonne lumière. Faire une image complète en IA actuellement, on ne propose pas ce genre de choses à nos clients. Très bien. Un jour peut-être. Là c'était pour vous montrer, voilà quoi, c'est devenu, on n'a même plus un network sur Nuke, on nous sort une brique et on peut jouer. Donc c'est quand même d'avoir une équipe derrière qui simplifie, c'est chouette. Et dans pas longtemps, je pense qu'on n'aura même plus besoin de ça. Je pense que de base, les outils seront disponibles. On reviendra peut-être sur des éléments aussi de prospective, justement. Je vais passer la parole à Rodolphe. Rodolphe Chabrier, donc vous étiez déjà donc là il y a 1 an. On va peut-être quand même en 2 mots dire que ce qu'on disait déjà tout à l'heure en guise de présentation, vous êtes un des premiers à vous être investi sur ce sujet, notamment sur Face Engine, et puis le logiciel, à usage interne, mais aussi toute la mécanique, j'ai envie de dire, que vous avez mis en place à ce niveau-là sur différentes productions. Dans la préparation de cette table ronde, c'est peut-être intéressant de montrer que vous continuez à évoluer. Oui, toujours vivant. Mais comment et surtout par rapport au dataset, vous disiez que voilà, on peut petit à petit s'abstraire aussi on peut améliorer en tout cas la qualité des rendus qu'on a grâce à l'IA, et petit à petit vous affinez sans forcément ouvrir à des
des datasets très très larges. C'était un aspect intéressant. Mais peut-être avant ça, redire où vous en êtes sur ces sujets. Alors, l'IA, c'est un gros bordel globalement, etc. On se pose plein de questions dans tous les sens, la manière d'utiliser les trucs éthiques, etc. Je pense que tout ça va être résolu assez rapidement. Je veux dire, je pense que même l'année prochaine, on ne se posera plus toutes ces questions de droit, etc. N'empêche que pour ces histoires de datasets, on avait développé Face Engine et on a un concept qui s'appelle Creative Face Engine. Ça veut dire qu'on essaye de faire pas seulement des trucs qui sont issus du deepfake, donc qui ont besoin de ces fameux datasets. Par exemple, si je dois prendre ta tête pour me mettre sur moi, je vais récupérer plein d'images de toi, on va les mettre sur moi. Ça se fait facilement. Et du coup, on peut s'en servir pour faire des rajeunissements aussi, mais ça suppose qu'on va utiliser un dataset des comédiens qui sont plus jeunes, etc. Donc des problèmes de droit, des problèmes d'autorisation, ce genre de choses. Creative Face Engine, l'idée, c'est de se passer complètement, si on a envie de faire ça, du besoin d'aller rechercher ce dataset. En général, ça va être en utilisant des techniques qui ont, disons, par itération différente, utiliser des logiciels qui permettent maintenant de créer des visages qui n'existent pas, et donc de faire des datasets qui sont virtuels. On va entraîner, disons, le numérique avec du numérique, globalement. Et on va avoir des outils spécifiques à MacGuff de type Fran. Donc on a développé Face Engine, mais on a développé un autre outil qui est justement un peu concurrent de Comfy. Bien sûr, on utilise Comfy à fond les ballons, mais quand tu dis qu'on retrouve nos petits, c'est bien, etc., c'est un putain de logiciel super compliqué avec des trucs partout, personne ne comprend rien. À part un Nuke global ou un mec de compo qui a l'habitude de faire du... Et je connais bien le Nodal, puisqu'on a, nous, développé un des premiers... Trucor est un des premiers logiciels Nodal du monde. Donc tout ça pour dire, on va essayer de faire des... Je vais montrer des images vite fait. C'est le bordel, hein, parce que j'ai continué de monter mes trucs dans le taxi, grâce... alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que pardon, on a fait quelques tests là. Je vais vous montrer des exemples là, simplement de rajeunissement et de vieillissement, et qui n'utilisent zéro dataset, ni même une seule photo pour rajeunir ou évidemment pour vieillir. C'est très difficile d'avoir des photos des gens de 2040, mais bon. Donc je vais essayer. Si ça marche, alors d'accord, moi, j'ai plus de souris. Si c'est bon. Comme d'habitude, c'est un peu le bordel. Je remercie Finnegan Holtzfield pour les tests. Donc, il nous a permis de tourner certains éléments. Je vous montre ça très rapidement. Un des intérêts de l'IA, c'est qu'on peut faire beaucoup de durée. Ça, c'est ce qu'on appelle du... Pardon ? On m'a dit, il faut être en dupliqué forcément. D'accord. Ah pardon. Ah ben vous ne voyez pas l'image, donc ok. Donc. Où est leur mettre l'image dans quoi ? Déplacer l'image ici. Ah ouais, ça va être long à chaque fois. C'est pour ça que je voulais. Ah ben voilà. Sauf que là je vois. Ah pour attraper les trucs là. On va y arriver. Désolé. Je pense que ça va être un peu compliqué là parce que pour bouger la souris là je suis. Si je peux me mettre juste devant. Bon, ça c'était juste pour montrer Finnegan d'origine. Ah mais j'ai la souris qui est complètement décalée là du coup. Donc là il y a presque 7 ou 8 minutes de petits films qu'on a tournés dans des conditions de cinéma, des images en XR globalement. Je suis désolé mais du coup la manipulation est extrêmement difficile avec ce système-là. Et je vais vous lancer dans un premier temps ce qu'on peut arriver à faire. Vous avez vu sa tête, donc là... Ah, il faut que je la déplace. Voilà. Et là, il est nettement plus jeune. Et l'intérêt du dispositif, c'est qu'on s'est libéré des problèmes de droit. Oh, putain, je suis désolé. Et donc, on peut obtenir de manière assez simple. Ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle du raw AI. Il y a zéro compo, etc. Donc, tous les artefacts. Évidemment, quand on fait de l'IA, on a besoin de retravailler derrière. Vous voyez que là, on peut le rajeunir. On garde l'identité du personnage et on garde l'identité du personnage aussi quand il est vieilli. Je suis désolé, mais on n'a pas eu le temps de finaliser tout ça pour la conf ici. Donc, les compos et les couleurs, l'étalonnage, il y a plein de choses qui sont... c'est un peu un crash test.
les éléments qu'on a tournés, on les a tournés avec des éléments qui bougent beaucoup, avec des éléments avec de la strobe, avec des éléments avec des manques de profondeur de champ, du piqué, des profils, enfin toutes les problématiques générales qu'on essaie d'avoir. On reproche à l'IA très souvent de faire des images qui ont une qualité qui est très faible. Ce qu'on essaie de faire avec Face Engine à MacGuff, c'est justement d'avoir une qualité broadcast qui est supportée par tous les pixel fuckers du monde, qu'en soit en 4K, en 8K ou en A6 et ce genre de choses, ce qui n'est pas évident, ne serait-ce que le passage en 16 bits, on pourra en parler sur le génératif aussi, c'est une question et ça se fait de manière très très bien. Donc ça, je vous montre ça très rapidement, je montre 3 images, vas-y. Juste par rapport à cet exemple, c'était quoi la demande du réalisateur? Non, là, il n'y a aucune demande, c'est des tests en interne qu'on a fait pour nous, pour montrer. Oui, un des problèmes avec l'IA, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu frileux à montrer ce qu'ils font, dire qu'on le fait ou qu'on le fait pas, etc. Donc pour s'alléger, mais on remercie Finn Gann de nous aider, c'est le comédien qui était sur Vermine qu'on a fait, de nous aider, on a des éléments à nous, donc on le fait avec nos tronches à nous, des gens qu'on contrôle pour qu'on puisse les montrer, les diffuser, faire ce qu'on veut avec, etc. Donc je suis désolé, il y a 10 minutes d'éléments qui sont faits là, donc c'est pour montrer aussi que c'est un des enjeux aussi, c'est que ça change la capacité à faire des trucages. Quand on fait 50 plans de 5 secondes, ça commence à être un petit peu lourd. Quand on en a fait 500, c'est un peu lourd, mais quand on veut faire 1 heure ou 20 minutes ou 2 heures de programme, l'IA va permettre de le faire. La complexité, alors je suis désolé de manipuler, je vais essayer de sortir ça. Je vais aller très vite parce que je vous le montrer, c'est en appui sur ça. Alors, évidemment, je vous montre que le travail sur les visages, puisque on travaille aussi sur les corps, les décors et ce genre de choses. Tous les tests que vous avez fait là, je reviens sur ma question, la demande d'un réalisateur peut être tout à fait de manière précise adressée. Non, mais il y a tellement de choses à dire sur l'IA globalement. On dit là, le problème du contrôle, c'est évidemment le premier problème de l'IA, et c'est pas la qualité des images, comme je l'ai vu dans des études soi-disant faites par c'est les gens qui connaissent pas. On peut toujours se débrouiller avec des images, quelle que soit leur source. On est habitué à faire ça, c'est notre métier. Non, c'est le contrôle et ce qu'on a envie de faire. Donc, une des façons de travailler, c'est justement de ne pas vouloir être dans le paradigme habituel qu'on a. C'est-à-dire, je veux ça précisément, c'est ça que je vais choper. Moi, je dis toujours que l'IA, c'est pas un outil, c'est un partenaire. Elle va nous proposer des choses et rebondit. On lui donne plus ou moins d'images de référence, de prompts, de tout ce qu'on veut, mais elle va nous proposer des choses, donc on va rebondir dessus. Et elle est très rapide. C'est comme l'IA, c'est comme si on avait 500 petits esclaves qui travaillaient pour nous et nous proposaient faire plein de petites solutions. Et c'est nous qui choisissons, ça c'est bien, rebondit. Et à la fin, on va partir vers un truc créatif qui ne sera pas forcément ce qu'on avait imaginé. Donc ce que je vous montrerai rapidement, je suis désolé, je sais que je prends du temps, mais j'aime bien montrer les images en même temps. Voilà. Quand on parle de système créatif, alors je ne sais pas ce que je voulais faire, mais on va y arriver quand même. Évidemment, ça m'a un peu perturbé de ne pas avoir. Ok. Alors là, les compos sont pas faits, c'est vraiment du ROI première génération, pas assez de calcul, et il suffit de faire pas mal d'itérations en plus. L'idée là, c'est que MacGuff puisse proposer, dans le cas de maquillage complexe, et là on a des trous à l'intérieur de la tête et ce genre de choses, de pouvoir faire des choses impossibles, mais surtout aussi de pouvoir alléger les tournages en faisant par exemple une prothèse avec des genres de MFX, une seule fois, on va tourner ce qu'on appelle nous un protocole pour tourner des éléments et qu'on pourra ensuite déposer sur le comédien qui va jouer sans se faire maquiller, donc sans se taper les 6 heures de maquillage ou 8 heures de maquillage que ça nécessite en amont pour chaque jour. Et avec un minimum de contrôle. Ça, c'est l'équivalent de la vidéo vers vidéo, par exemple. Donc on a le contrôle, c'est le comédien qui maîtrise parfaitement l'action, même si on peut la manipuler. Donc je suis désolé, la qualité des images n'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais ça donne quand même une petite idée de l'histoire globalement. Donc c'est toujours notre film qui se trimballe dans les trucs. Et là, on a un système. Alors j'ai d'autres exemples que je vous montrerai peut-être avec moi où ça se sent un peu mieux. Là, les compos sont pas faits, etc. Mais on part. Là, il va être en animation, c'est-à-dire qu'il va pouvoir parler, bouger, ouvrir la bouche, faire ce genre de choses. Et là, on part que d'un seul élément qui peut être une seule sculpture. On n'a même pas tourné d'éléments avec une prothèse posée une fois pour toutes, parce qu'on peut pas le faire puisqu'elle est creusée à l'intérieur de son visage. Donc c'est avec des éléments génératifs qu'on arrive à réanimer ces éléments. Là, je remercie Olivier Afonso de l'Atelier 69 qui nous a prêté une de ces sculptures qui a servi de base pour faire ça. Ça, c'est juste pour montrer le principe. Mais on peut montrer qu'avec des mouvements, tous les compos sont pas faits, je suis désolé maintenant le truc, mais ça montre quand même le principe. Et on voit qu'on a des trous, des creux, et tout ça qu'on pourrait avoir en maîtrisant le jeu du comédien parfaitement, les lumières qu'on a envie de faire, quelles que soient les lumières, quelles que soient les positions de tête, etc. Ça, c'est
il y a plein de combines pour y arriver, c'est pas si simple que ça de base, mais Face Engine, Creative Face Engine nous permet de faire ce genre de choses, quoi. Donc ça peut avoir, pour répondre à ta question, beaucoup d'intérêt, parce que ça peut faire gagner de l'argent, énerver moins les comédiens, faire des durées beaucoup plus longues. On peut attaquer des gros plans, des plans vedettes, mais on peut du coup, vu la capacité à faire, quand on voit ce que donne déjà du RAW AI tel que vous le voyez là, sans trop de travail, une fois qu'on a fait le modèle, l'art c'est de faire le modèle, ben, si c'est de la figuration, on peut multiplier et faire des dizaines de zombies derrière par exemple, ou des vieillissements crédibles, ou je sais pas, j'avais montré l'année dernière par exemple, simplement la petite gamine qui pouvait pas tourner parce qu'il y avait que 3 heures de maquillage et qu'on a le droit de tourner que 3 heures par jour, où on l'avait fait grossir dans le truc, ça résout aussi des impossibilités. Donc il y a tout un avenir à ça. Alors ça, c'est toujours sur les visages, c'est pas exactement du génératif, parce que c'est ce qu'on appelle du surentraînement, quand on travaille pour faire ce genre de choses, mais ça se cumule avec le génératif, et le génératif va venir manger ça. Il y aura des possibilités pour obtenir ça assez rapidement. On surveille de très près tous les dispositifs qui font ce genre de choses, y compris sur les papiers qui sont publiés. Hein. On les développe à MacGuff et on les rentre dans un outil qu'on appelle Model Engine. Là, je reviens au truc de tout à l'heure par rapport à Comfy. On utilise Comfy à mort. Hein. C'est super, c'est du nodal, c'est comme Nuke, il y a un truc qui est super. Mais moi, j'ai demandé à ce qu'on ait un outil beaucoup plus simple qui peut gérer un parc de machines très large pour pouvoir lancer des calculs où on va rentrer des modèles. Model Engine, c'est un collectionneur de plein de modèles différents, mais sans le système nodal, justement le contraire, un système ultra simple avec un système de paramétrage où on fait des drag and drop de choses et on peut tester, voir le résultat en temps réel et ensuite balancer sur le parc de machines pour avoir des résultats. Donc là, ça va être un mélange de tout ça pour arriver à le faire. Pour vous donner une idée, juste... de l'outil de base. On a fait un peu de Gaussian splatting au départ pour nous aider à travailler. Ça, c'était pour montrer le travail d'Olivier Alfonso. Et au final, si on a un peu plus de temps de calcul et de compo, on récupérera ce genre de rendu. Et donc, on peut très facilement obtenir de manière pas gratuite. Il y a plein de travail artistique, plein de choses à faire, mais de manière... on pourra en tout cas attaquer des durées très grandes pour faire des trucages de ce genre-là. Et c'est à mi-chemin entre la 2D et la 3D. Donc voilà le genre de choses. Donc ça a changé aussi les métiers du maquillage Olivier, la plupart des gens avec qui je parle, Olivier par exemple, lui ça le fait chier de poser une prothèse 8 heures par jour sur les plateaux tous les jours, etc. Lui, son kiff, c'est de fabriquer une créature avec moins il aura de contraintes. Si moi j'arrive et que lui il va vendre ça, il va vendre plus sa créativité que son application mécanique à bien coller les trucs de make-up. Donc s'il arrive et qu'il vend son personnage, le boulot intéressant pour lui, et même pécuniairement, pourrait être raisonnable. Et ensuite, en travaillant avec nous, et on l'a déjà fait, on a travaillé sur Titan avec lui, on avait déjà commencé à faire ce genre de choses, et ben, tout ce qui est chiant pour lui, on se le tape nous, et on peut faire de la durée en aidant les producteurs, et même la mise en scène globalement. Après, il y a les comédiens, ils aiment bien avoir des trucs sur eux pour être dans le personnage, ça n'empêche pas. Là, par exemple, le système, il n'a rien. Et donc, je peux le faire jeune, vieux. On n'a pas le temps là, mais j'ai des déclinaisons de ça, de plein de gueules différentes. Ça va du grand brûlé, de le féminiser. Enfin bon. Donc, le boulot, lui, c'est de prendre la partie chiante de son boulot. Et nous, on se tape la mise à l'échelle, on va dire, au sein d'un film. Très bien. Donc, ça va augmenter, du coup, les possibilités de trucage, on va dire, à la fois SFI, parce que make-up c'est des synergies qui fonctionnent, mais on est face à un énorme changement de paradigme. Je trouve que encore une fois, ce que je disais au début, il y a plein de questions qu'on se pose, et je vois les freins même à MacGuff justement par rapport à ça, l'arrivée de ces technologies. Moi, je me suis fait engueuler parce que comme je suis un peu enthousiaste par rapport à ça, je peux parler de ça en très malheur dans les locaux, etc. Et les graphistes qui se sont tapés 10 ans, 5 ans de travail d'une certaine manière, en ayant des skills qu'ils ont obtenus, ils entendent ça et ça fait genre un peu ton métier est mort dans les trucs là. Je vais les rassurer, oui, il est mort. Non, mais vraiment. Mais il est, mais la partie qui est intéressante, ce sur quoi on s'intéresse, l'œil qu'on doit avoir et tout ça, c'est ça le fond du truc. Et ben ils changeront, ils utiliseront d'autres trucs. Sans compter que par étapes, progressivement, il y a plein d'outils d'IA qui arrivent au sein de la technique habituelle, 2D ou 3D, qu'on soit tracker, animateur, compeur, tout ce que tu veux, tu as plein d'outils 3D qui arrivent, mais tout ça sera remplacé à terme, petit à petit, par
la vidéo générative totale, qui ne se fera pas seulement avec du prompt ou des images de référence, mais qui se fera avec plein d'outils différents, et même utiliser des techniques, des systèmes qu'on fait actuellement. La vidéo to vidéo semble être, pour l'instant, on n'arrive pas à rabooter la vidéo to vidéo de plein d'autres exemples où on peut donner des images de référence ou du prompt en respectant le côté rotoscopie de la vidéo to vidéo, mais ça, c'est une question de temps, ça avance très très vite. Allons pas trop vite. D'autant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé dans ce panel, c'est Alvaro. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de votre outil? Et puis là, on est sur un autre registre, expliquer lequel et en quoi c'est utile pour les créatifs aussi. Bien sûr, bon, merci beaucoup pour l'invitation, Marc. Donc, je m'appelle Alvaro, je suis le cofondateur CEO de Mago. Mago, en fait, justement sur la genèse, on est issu d'un précédent projet. Si vous étiez un peu dans le monde de la GenAI, il y a 1 an et demi, 2 ans, si vous étiez arrivé par exemple à l'époque de discodiffusion, mon cofondateur Alex a créé l'un des premiers outils de vidéo to vidéo qui avait vraiment décollé, qui s'appelle Warp Fusion, qui est toujours sur GitHub, c'est open source, donc vous pouvez même aller voir le code. Et là, il y a quelques exemples que vous voyez à l'écran. C'était vraiment un outil qui était, et ça reflète un peu aussi le parcours de tout ce secteur. À la base, c'est un outil de dev pour des devs. C'était un notebook à faire tourner sur Google Colab. Mais ça a permis à pas mal de gens de commencer justement à utiliser ces outils pour travailler un peu plus sérieusement, entre guillemets. Et ça a participé à cette bascule où justement il y a des personnes il y a des carrières qui se sont lancées avec Warp Fusion, des personnes qui ont commencé à faire du clip, qui ont pu commencer à travailler sur des petits projets à droite à gauche. Ça a été utilisé pour un clip musical de Linkin Park par exemple. Ça a été utilisé sur l'intro d'une série Marvel. Donc ça a été utilisé à plein de moments différents. Nous, ça nous a permis aussi de voir les limites de ce type de techno en se disant, in fine, c'est des outils de développeurs pour développeurs. En termes d'interface, c'est pas incroyable. Et puis aussi, on commence à avoir des retours en se disant, en réalité, et c'est un peu ça, genre, justement, quand on parlait de l'avenir de l'IA dans les VFX, dans les effets spéciaux, dans l'animation, etc., c'est qu'à la base, on est sur des outils qui viennent d'ingénieurs. Et là, on est sur un point de bascule où c'est plutôt l'industrie qui dit en fait c'est comme ça qu'on fait un film. Il y a déjà plein de professionnels qui savent faire ça à la fois sur l'aspect artistique, à la fois sur l'aspect artisanal, mais aussi sur des détails, sur des workflows, comment est-ce qu'on intègre ça avec des logiciels existants, etc. C'est ce point de bascule qui arrive. C'est d'une certaine manière, la GenAI c'était surtout porté par les ingénieurs, par la tech, par les tech bros, par le monde des startups. Et maintenant, l'idée, c'est que ce soit plutôt les industries créatives qui s'en emparent pour justement dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait de vraies histoires et pas juste des petites démos techniques. Il y a plein de problèmes. Un des problèmes, par exemple, que nous on avait identifié, c'est que c'était uniquement des outils qui sont sur le cloud, qui sont très simplistes, des petites web apps où on drag and drop des vidéos, ce qui fait que c'était aussi un peu des usines à gaz. Alors ça dépend desquelles, parce que dans les deux extrêmes, en effet, on a Comfy. Comfy, quand on n'a pas une équipe pour faire des plugins sur Comfy et qu'on doit tout faire soi-même, c'est beaucoup de travail. Et l'autre extrême, c'est des petites web apps très simples où on va drag and drop une vidéo, mais faire un film en faisant du drag and drop de vidéo sur Chrome ou Firefox à la chaîne, c'est pas génial. Surtout quand on sait que des studios qui ont des pipelines très intégrés, très efficaces. Et en effet, il y a cette question de contrôle dont on avait parlé, où ça repose quand même beaucoup sur des choses qui sont très aléatoires. Et souvent, quand on voyait un bon résultat, maintenant c'est un peu moins le cas, mais quand on voyait un bon résultat en ligne sur Twitter, sur LinkedIn, sur n'importe quel portfolio, c'était beaucoup de coups de bol. Et même moi, quand j'ai fait pas mal de petits travaux, de petites démos, parfois c'est un coup de bol et du coup les gens se disent « Ah, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ». Ils essaient de le refaire et ça marche pas. Ou même on essaie de faire quelque chose qui fait plus de quelques plans et au bout de 3-4 plans on se dit mais ça marche plus parce que dès que c'est plus un personnage humain, dès que c'est un paysage ça marche plus pareil, etc. Et donc on a ce besoin de contrôle pour pouvoir passer de cette petite démo de quelques secondes à quelque chose de quand même
plus substantiels, du court-métrage, du clip de musique, etc. Nous, notre réponse, notre approche, c'est de penser ça comme une sorte de moteur de rendu, qui soit vraiment, on appelle ça AI native. L'idée, c'est que ce soit vraiment pensé à partir de zéro pour intégrer de l'IA. Contrairement, je pense qu'il y a plein de logiciels existants qui vont uniquement pouvoir rajouter de l'IA, ils ne vont pas pouvoir repenser l'application pour l'intégrer. C'est vraiment pour les créateurs, donc professionnels, semi-professionnels, c'est pour pouvoir transformer, styliser. Donc transformer, on est plutôt sur, ça c'est un vrai challenge, on est plutôt sur, on parlait tout à l'heure, un personnage, le vieillir, transformer un jeune en personne plus âgée, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la stylisation. C'est justement pour passer d'une prise de vue réelle ou d'un rendu Unreal Engine tout simple à un style animé, à un tableau, à un dessin animé, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Ici, j'ai une vidéo. Alors, je crois que ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de vous lancer la vidéo. Malheureusement... Ah, mais attendez, parce que je crois que je l'ai ici aussi. Ouais, parfait. J'avais prévu le coup. Ah non, je sais ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Je n'ai plus Internet. Tout simplement. Je vais me mettre en partage de co. C'est la Wi-Fi d'Anguin qui a sauté. Je ne sais pas pourquoi. Donc en gros, là, ce que je vais vous montrer, c'est juste quelques images. Donc nous, ce qu'on fait vraiment, c'est du vidéo-to-vidéo. Donc c'est vraiment spécifiquement, c'est aussi un moyen pour nous d'obtenir ce contrôle dont on parlait tout à l'heure, de dire, in fine, d'où est-ce qu'on peut obtenir ce contrôle. C'est aussi parce que c'est drivé par quelque chose que j'ai filmé. J'ai travaillé avec des acteurs, où j'ai fait une scène sur Unreal, et c'est comme ça qu'on obtient du coup ce contrôle, c'est comme ça qu'on peut déjà pouvoir avoir quelque chose qui n'est pas totalement aléatoire et qui n'est pas généré 100% par la machine. Voici la vidéo. Donc voilà, c'est sur quoi on travaille. Vous avez vu plusieurs exemples dans ces démos. En fait, ce qui est intéressant avec le vidéo-to-vidéo aussi, c'est que on est agnostique sur la source, donc on peut à la fois faire par exemple du rendu à partir de la 3D, on peut aussi faire des prises URL, et on peut aussi combiner les deux, un peu sur le mode de la production virtuelle. Et on a aussi quelques exemples ici, avec une même vidéo qui permet d'obtenir plusieurs styles différents. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est hyper intéressant, surtout pour des petites équipes, parce qu'en effet, quand on a des studios plus importants, bah, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc pour l'instant, c'est plus une question avec moins de moyens, on peut faire plus, parce que in fine, quand on a le budget, bah, tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire. Mais c'est plus compliqué quand on est juste 3 personnes à travailler sur un projet. Donc c'est ça la vision derrière Mago. Actuellement, on a ça. Enfin, d'ailleurs, c'est une démo qui est à jour. Si vous voulez tester Mago, vous pouvez monter au 3e étage et vous pouvez venir voir. On peut vous montrer un petit peu comment ça marche. Et si vous voulez également le tester ou avoir accès vous-même, c'est un peu l'annonce. On va passer bientôt à la phase bêta. Donc, on est actuellement en alpha. Vous pouvez suivre ce QR code ou venir nous voir là-haut. Et vous pouvez avoir un accès directement, vous pouvez rejoindre la liste et faire partie des premiers heureux élus qui auront accès au software. C'est totalement gratuit, donc profitez-en parce que c'est beaucoup de compute, ça coûte très cher, mais vous, ça coûtera absolument rien. Voilà, merci beaucoup. Merci Alvaro. Oui,
un nouvel éditeur de logiciels en France sur les effets visuels et l'animation. C'est toujours un événement. Aujourd'hui, ça permet de générer des séquences de quelle durée à peu près? Et est-ce qu'on peut les chaîner? Comment ça se passe à ce niveau-là? Aujourd'hui, on a des limitations qui sont liées à la VRAM des GPU. Donc, nous, on fait tourner des GPU de 48 Go. Ça dépend de plein de facteurs, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on limite grosso modo à 240 frames, donc 10 secondes. Et en fait, quand on travaille sur des vidéos plus longues, en effet, il faut les chaîner et il faut les joindre bout à bout. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a le biais de se dire que le travail se fait plan par plan. Donc, a priori, normalement, il n'y a pas trop besoin de justement enchaîner. Mais on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien travailler sur des vidéos parce que justement, ce qui est intéressant, contrairement à des filtres, c'est que c'est très créatif. Ça peut paraître paradoxal de dire ça parce que justement, comment dire, on a beaucoup cette approche de dire l'IA, c'est on va prompter un truc, on obtient quelque chose. Au contraire, on peut justement, à partir de n'importe quel input, faire quelque chose de totalement bizarre. Moi, j'aimais bien transformer des danseurs en pétales de rose, machin. C'est un truc qui est devenu hyper courant après, mais j'étais l'un des premiers à le faire. C'est le Rémi Molette, un réalisateur français qui était l'un des premiers, vraiment tout premiers à le faire. Donc ça peut être très créatif, mais donc ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement des usages où quelqu'un veut prendre une vidéo de 2 minutes et fait la process en un coup, même si pour nous c'est pas idéal en termes d'usage. Merci. Et Savitri, vous, qui maintenant, donc avec le recul et puis ces nouveaux outils qui arrivent, comment vous voyez les usages de l'IA générative? Est-ce que vous feriez les choses différemment? Le transfert de skills, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse également? Et puis sur l'évolution aussi de techno, comme on vient de le voir là, sur le Face Engine, quoi. Ça ouvre des perspectives peut-être par rapport à votre style également. Est-ce que ça fait naître des nouvelles idées justement encore plus créatives? Totalement. Après, le transfert de style, c'est un peu ce qu'on a fait avec le clip Gunship, où pour casser le côté rigide de la 3D, évidemment, donner le côté un peu peinture, c'est un peu cliché, tout ça, mais tout de suite, ça donne un aspect plus esthétique. Donc, évidemment que c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'on peut tout faire. Encore une fois, on n'a pas envie de se laisser piéger par les plugins qu'on utilise. À chaque fois qu'il y a un nouveau soft, un nouveau outil, c'est tout de suite utilisé. Voilà, c'est comme les flares ou les bokeh qu'on met de partout quand c'est la mode. Donc là, il faut se méfier aussi. C'est pour ça qu'il faut garder le cap de sa vision artistique, enfin, en ce qui me concerne en tant que réalisateur. Nous, on est une équipe de réalisateurs et c'est vrai qu'on met vraiment la technique au cœur de notre travail parce que ça nous permet de réaliser les projets qu'on pourrait vraiment pas faire du tout. Donc tout d'un coup, ça permet en effet de faire des choses possibles. Mais au début, quand j'ai commencé à travailler l'IA, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans, on s'amuse, mais très vite, en fait, elle donne vraiment rien, jamais ce qu'on attend. Alors après, c'est là aussi la façon de chacun a une manière précise de travailler. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai déjà mes idées en tête, je sais ce que je veux et je suis toujours déçu parce que l'IA, c'est paradoxal, me fournit jamais ce que je veux, mais à la fois c'est chouette parce que justement on retrouve pour la première fois. Le problème des VFX, c'est qu'on est toujours dans l'ultra contrôle. Il faut exactement savoir ce qu'on veut tout le temps. Et alors qu'un tournage en live, par exemple, c'est bien ce qui est intéressant dans la création, c'est aussi cette oscillation entre la raison et l'intuition, c'est prendre effectivement ce qu'on n'attend pas. Et l'IA, avec l'IA, on retrouve justement ce côté chaos et ce qu'on n'attend pas, et ça, pour la création artistique, c'est top. Donc à la fois, on veut le contrôle, et à la fois, on chope un peu ce qu'on n'attend pas, et cueillir le chaos de l'informatique, c'est super intéressant pour la création artistique. Vous êtes tous d'accord sur ce point de bascule où aujourd'hui on arrive à générer à la fois de la créativité nouvelle et puis à maîtriser suffisamment les process pour pouvoir les intégrer dans vos pipelines habituels? Tout est en devenir, hein, de toute façon. Là, il y a des tas de choses. Pour rebondir par rapport à ça, l'idée de contrôle,
elle est importante. C'est vrai que dans les VFX, encore une fois, c'est le fameux changement de paradigme. Quand on fait des VFX, on a tendance à partir en disant je veux exactement ça qu'on va contrôler avec une granularité très fine, les trucs qu'on a envie de faire. Quand tu es sur un plateau, bah, tu contrôles pas la pluie, tu contrôles pas que ton comédien a la grippe, qu'il est ronchon ce jour-là, etc. Il y a plein de chaos, comme tu dis, qui arrivent. Donc l'IA nous ramène ça, c'est un partenaire. C'est un autre monde, il est virtuel, mais c'est un autre monde avec sa logique et calqué sur nous en miroir. Le contrôle et ce qu'on peut faire arrive de plus en plus par rapport à ce que tu disais. Il y a les deux spectres, le côté comfy, on va essayer de faire le maximum de contrôle, des contrôles nets justement, de balancer tout ce qu'on peut, et puis des petites applis. Il y a quand même, il faut en parler, le truc qui est au milieu, qui est les grandes plateformes, souvent chinoises, entre Runway, Minmax, Kling, Adobe qui va sortir des trucs qui essayent d'avoir un truc quand même intermédiaire. Il y a des trucs qui sortent chaque semaine. Quand on a des Elements, par exemple, on peut maintenant, sur Kling, balancer une vidéo en donnant une photo d'un décor, une photo d'un objet, une photo d'un personnage, et on commence déjà à contrôler. Donc le personnage reste le même tout le long de l'histoire. Et ils veulent travailler sur ça. Effectivement, c'est en ligne. Moi, j'aimerais bien voir ça chez moi pour des raisons de sécurité, de contrôle, de poids, enfin de tas de choses, sauf que ça demande des modèles qui sont énormes. Donc même la logique économique de comment on va travailler tout ça, comment on va l'intégrer, va devenir complexe, et ça va changer plein de choses. Est-ce qu'une grande société qui a plein de monde comme vous, comme MacGuff pour le faire, doit rester dans cette logique-là? Est-ce que c'est moins de monde ou pas? Moi, je crois que ça va générer du travail plus qu'autre chose. Ça va générer un champ des possibles. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Nicolas, oui. Non, mais par rapport au chaos, etc., j'ai envie de dire que quand on travaille avec des graphistes, c'est un peu pareil. On n'a pas forcément ce qu'on veut. Et c'est pour ça, plus on a de bons graphistes, plus ils nous impressionnent et ils nous donnent des choses. On fait « Ah, j'y avais pas pensé ». Et les happy accidents, comme ça, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve, parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Un autre aspect qui va être hyper intéressant, là, c'est le temps réel, je pense, sur tout ce qui est IA mixé avec du Unreal, etc. Parce que nous, on travaille pour des réalisateurs, et c'est pas vraiment un choix, le pixel fucking, c'est-à-dire qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Et je pense que de les asseoir à côté de nous avec un feedback temps réel, des conditions un peu plus plateau, et ben justement on va moins pixel-fucker, on va pouvoir être plus dans le ressenti, en direct avec eux. Ça pour moi c'est vraiment ça que je voudrais avoir en place très vite. Sans compter que l'arrivée des possibilités de temps réel, c'est vraiment très différent quand on a un outil qui est... Il y a des outils qui répondent au bout d'une heure quand on fait du rendu. Il y a des outils qui répondent au bout de 20 secondes quand on fait des trucs. Mais quand tu es en temps réel et que tu travailles directement, l'idée d'itération change complètement. Et que tu vas swapper, regarder, régler le truc qui est bien parce que hop, tu l'as vu fini, tu l'as réglé, etc. Et ça, c'est aussi des choses qui vont arriver parce que les algorithmes se simplifient, la puissance des cartes graphiques augmente, Nvidia sort des machines spécialisées qui vont être encore plus rapides que les cartes graphiques de jeu qu'on utilise actuellement. Et donc, c'est aussi, je suis d'accord avec toi, c'est un point qui va changer beaucoup de choses. Et des modèles quand même, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers des modèles plus légers aussi, avec beaucoup moins de process, etc. L'arrivée, des systèmes comme les LoRa, là, tout se recoupe en fait. Et c'est pas seulement le compo, c'est la 2D, la 3D, l'écriture, l'étalonnage, le jeu même. Le reenactment, c'est aussi un des trucs qui va être assez dingue. Parce que quand on parle de contrôle, on n'a pas de contrôle avec de l'IA, mais quand on fait du vidéo to vidéo et qu'on va transformer un personnage qui n'est pas habillé en soldat, il est habillé en soldat, on pourra aussi assez facilement lui faire que son jeu est plus ou moins marqué ou plus light plus tard, ce qui pose des problèmes éthiques avec les comédiens, mais c'est aussi des tas de choses. C'est vraiment un changement de paradigme énorme. Et là, on peut discuter tout ce qu'on veut, etc. On ne sait absolument pas dans quel état on est dans un an et demi. Bien, je crois, je vois pas Yann, mais on a un petit peu de temps pour des questions éventuellement de la salle. Pardon, désolé. Voilà, on fait aussi des générations de conférences en temps réel, c'est nouveau. Voilà, je voulais juste vous dire une chose tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y aurait une petite pause après cette conférence et qu'on enchaînerait ensuite avec Pôle Nord Studio et Trimaran. Mais entre-temps, voilà, on va vous proposer quelque chose de complètement inédit qu'on a décidé, mais voilà, pendant cette conférence, c'est pour vous dire. Unity Image nous a proposé de faire une petite conférence, ça sera un petit segment de 20 minutes sur Secret Level avec des images complètement inédites. Donc on est ravis. On s'est dit, tiens, c'est l'occasion, ça va vous plaire.
Donc tout ça pour dire qu'il nous reste quelques minutes quand même pour des questions, mais qu'ensuite on ne va pas faire de pause, on va enchaîner tout de suite avec Olivier et Robin pour la prochaine conférence, et après on aura Unity Image avec Secret Level. Voilà. Mais on peut prendre il nous reste quelques minutes pour prendre des questions avec la salle. Merci. Yann, il y a un micro qui circule éventuellement ? C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que je vois au milieu, au tout milieu. Comment se dit ? Juste au milieu. Ah, voilà, le micro arrive. Ok. Oh, wow. Donc oui, j'avais une question vis-à-vis de Confi.ai. Vu que 2 studios disaient qu'ils avaient été intéressés par ce logiciel, mais qu'au final, ils s'en servaient pas tant que ça. Enfin, ça sert de base pour après faire des plugins, c'est ça, si j'ai bien compris ? Non, désolé. C'est pas bien de commencer par non. Donc je vais préciser. En fait, Confi.ai, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire, c'est comme l'apprendre, c'est un petit peu comme aller faire du Houdini ou quelque chose comme ça. Et nous, on préfère. Donc, on a forcément une équipe plus orientée, soit dev, soit des intermédiaires. C'est-à-dire, j'aime bien qu'il y ait quand même des compeurs et des spécialistes en rendu ou des choses comme ça qui ont un bon œil pour tester les outils d'abord. Et c'est un peu comme si le moteur était complètement à nu et il faut aller bidouiller dedans, il y a une durite qui ne marche pas. Et si je donne ça à un graphiste pur, un artiste, il me le balance au visage, pour être poli. Donc, on va faire un plugin où on va, au lieu d'avoir 2000 entrées, il va y avoir 3 sliders et un petit prompt à taper. Et du coup, il sera utilisable par un artiste. Il ne saura pas ce qui se passe dessous, il utilise juste son œil et il teste. Ouais, c'est à peu près la même chose à MacGuff, sauf que nous, c'est moins le dev qui va s'en occuper. Enfin, c'est le dev qui s'en occupe en partie, mais l'idée, c'est que on a un labo IA le labo IA, c'est un mélange entre des devs, des graphistes, des gens, etc., qui eux maîtrisent le truc. Et chaque fois qu'on met en place des choses intéressantes, on se débrouille qu'ils soient facilement accessibles au plus grand nombre. Et là, il y a 2 choix. Soit tu fais des plugins dans Nuke, par exemple, ce qu'on peut faire, mais soit on a carrément nous développé encore un autre outil spécifique pour rendre accessible justement le fameux modèle engine dont on parle. Chaque fois qu'on a des modèles, etc., qui arrivent, même des modèles qui sortent de Face Engine, moi, je vais fabriquer des modèles, je vais les créer, etc. Ça, le modèle, il est pas mal. Ça fait un zombie avec des yeux blancs. Hop, je dis que c'est un modèle qui existe et pouf, je le mets dans Model Engine où là, un graphiste va faire un drag and drop de ces images, sortir 3-4 paramètres que moi, je lui ai laissé accessibles et bing, le truc va sortir. On peut faire des yeux bleu de dune ou rallonger les nez ou vieillir quelqu'un ou faire ce genre de choses. Donc Comfy est un outil qui est super bien, il y en aura d'autres, etc. C'est le nuke de l'IA en gros, Comfy. Mais c'est très utilisé. Mais encore une fois, il y a le côté Comfy, il y a le côté, les grandes plateformes aussi, comment mélanger tout ça. Les puissances de feu et de calcul en ferme GPU sont assez importants. Nous, à MacGuff, j'ai plein de machines où moi, j'ai pas encore eu le temps, mais je vous assure que faire un putain de jeu vidéo sur une machine 4K 4090, ça doit dépoter. Mais bon, c'est le genre de machine dont on a besoin, quoi. Ok, très bien, merci. Une ou 2 autres questions ? Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que ça vous ennuierait de faire un détail de ce que cela représente une équipe de R&D en termes de temps, d'équipe et des coûts? Une équipe de recherche et développement, les personnes qui travaillent à plein temps pour faire ça, ou ici ne travaillent pas à plein temps, en quoi ça consiste? Merci. C'est une équipe de R&D. Nous, dans le cas de MacGuff, on a une équipe de R&D qui est assez importante, qui fait beaucoup de pipes, c'est vrai, mais qui fait beaucoup de développement. À MacGuff, on a toujours développé tous les outils. Le render qui est utilisé sur les mois moches et méchants, il est issu d'un render qu'on a développé il y a 30 ans. On avait Sabor, maintenant on travaille sur les outils conventionnels. Le logiciel de compositing, c'est des trucs, enfin on va pas faire
les vieux combattants. Les équipes donc là qui sont dédiées dans le cas de MacGuff, c'est une équipe simplement de 3 ou 4 personnes. On n'a pas les moyens d'en faire plus. C'est un senior super balèze dans ce truc-là, un médium et 2 juniors par exemple qui vont travailler, qui apprennent particulièrement l'IA, etc. Et ça représente des sommes assez importante. Et je remercie par exemple là le CNC qui peut aider sur des dispositifs qu'on a fait pour mettre ça en place. On se bat contre des gens, je ne sais pas comment toi tu y arrives, mais c'est pas la même catégorie. Je veux dire, tu vois, quand le mec développe Runway ou que Gaggle fait VO, je pense que c'est des milliards. Bon, nous, on va claquer... Justement, c'est peut-être intéressant d'avoir aussi le point de vue d'Alvaro. Je peux donner peut-être quelques... Par aux plateformes, les contraintes liées aux plateformes en plus. Ouais, pour donner un petit peu justement contextualiser ça. La R&D dans ce milieu coûte extrêmement cher. C'est extrêmement compétitif. Il y a des domaines qui ont été un peu abandonnés d'ailleurs, même par les laboratoires déjà européens en France. Par exemple, sur les questions de vidéo-to-vidéo, l'entraînement de modèles vidéo, en France, il n'y a pas grand-chose. En Europe, il n'y a pas grand-chose. À part l'équipe de Flux, Stable Diffusion, c'est une équipe qui est notamment allemande. Aux US, ça continue un peu, c'est beaucoup en Chine. L'entraînement vidéo, c'est extrêmement coûteux. Chez Adobe, on parle de centaines de cartes graphiques, par exemple. Runway ML, ils ont fait une série C, je crois, de 200. Au total, ils ont levé 200 millions. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on va avoir des plateformes et des grands acteurs qui vont avoir. Il y a un déséquilibre parce que derrière, c'est du capital risque, c'est des VC, donc c'est des boîtes qui vont lever des fonds, qui vont lever des dizaines de millions derrière. Et donc, forcément, quand on est un studio, qu'on est une plus petite boîte, c'est plus difficile. En France, on a de la chance parce qu'il y a un terreau très fertile sur de l'IA et il y a beaucoup de talents. Ouais, informatique, de développeurs et de gens, etc. Voilà. Le Gaussian Splatting, ça vient de chez nous, par exemple. Donc on a de la chance parce qu'on a des personnes qui ici peuvent travailler en France avec notamment des salaires français, mais si on regarde par exemple ce que ça coûte d'avoir une équipe, notamment dans la Silicon Valley, quand une boîte de la Silicon Valley embauche quelqu'un à l'international, je peux vous donner un chiffre, on est sur du TC, Total Compensation, par exemple Midjourney avait fait passer circuler une annonce, un TC à 460K. Donc voilà, 460 000 euros au total, donc on va dire que c'est un salaire français, c'est absolument délirant. Mais voilà, c'est le prix d'un talent. Après, on arrive à avoir des développeurs qui méritent, enfin, qui peuvent avoir des salaires du triple du prix, parce qu'ils bossent à MacGuff, ou dans des sujets super intéressants aussi. La passion joue quand même, quoi. Heureusement, il y a des développeurs qui préfèrent être à MacGuff, par exemple, plutôt que de travailler pour une banque. On essaie de jouer avec tous les leviers quand même. Pour vous donner une idée, pour entraîner les systèmes d'amélioration de vitesse en FPS, NVIDIA, pour leur système, je ne me rappelle plus comment... ils ont laissé tourner des calculateurs, et eux, c'est NVIDIA, ils ont tout leur truc à eux, pendant 6 ans, avec l'équivalent de peut-être 200 H100. C'est des cartes qui valent une blinde, qui ont de la mort. On ne peut pas lutter. Mais il y a des pistes. Les LoRa, les dispositifs, les modèles plus légers. Et même les plateformes commencent, pour ces raisons-là, à proposer des dispositifs où on peut entraîner une partie de ces modèles, de nos modèles soi-même. Mais là, on parle encore du coup des plateformes, ce qui n'est pas ce qu'on fait exactement à MacGuff, même si on utilise aussi les plateformes. Une toute dernière question, on est à moins d'1 minute de la fin. Bonjour. Moi, j'avais une petite question, en fait. Entre tout ce qui est IA génératif et les plateformes, est-ce qu'il n'y avait pas de risque que les projets leak ou que vous vous fassiez hacker, puisqu'au final, c'est plus tellement interne, vu que à force de générer les images et de demander au final à l'IA son aide, entre guillemets, est-ce qu'il n'y avait pas justement ce risque de leak ou que l'IA récupère un peu votre travail pour faire autre chose après? On s'est beaucoup posé la question, on fait très attention à ça. Par exemple, nous, quand on bosse avec Netflix, Netflix, par exemple, a un compte Runway. C'est-à-dire qu'ils ont estimé... Ils autorisent Runway, par exemple. Et ils n'autorisent pas Midjourney, par exemple. C'est marrant. Donc, ouais, il y a quand même un boulot fait en amont là-dessus, de savoir qu'est-ce qui est considéré secure ou pas.
Donc on privilégie quand même tout ce qu'on peut faire nous en local. Donc généralement, je pense qu'à peu près tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on a besoin de ces fameuses cartes graphiques, on ne les envoie pas dans le cloud pour être computés ailleurs. Ou alors c'est juste des tests en amont sans utiliser l'image de film ou des choses comme ça, peut-être pour faire un petit peu de recherche, mais c'est tout. C'est à peu près la même chose. On fait beaucoup de choses en interne, hein, des grosses fermes de GPU à MacGuff pour soutenir le labo IA. Globalement pour pouvoir faire des choses. Mais n'empêche qu'on ne peut pas alimenter un grand modèle comme ceux qui existent. On est TPN, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs de sécurité, qu'on est obligé par nos clients, souvent anglo-saxons, etc., avec des règles de sécurité très strictes. De là à se faire hacker, c'est-à-dire par exemple de récupérer des images à nous qui vont alimenter leur database de base de données qui permettent de l'entraînement, je ne doute pas que les mecs doivent s'en servir et que ça doit être super intéressant. Après, il y a des tas de combines, tu peux anonymiser des choses. Par exemple, tu vas envoyer sur Runway des images parce que tu as un bout qui t'intéresse pour l'avoir et tout le reste est en black et ça revient, donc ça limite un peu la casse. Mais bien sûr qu'on fait très attention, c'est important pour notre pérennité par rapport à nos clients aussi. Dans le cas de MacGuff, on fait beaucoup de puissance calcul. Ça fait beaucoup d'argent, ne serait-ce qu'en matériel. C'est pas tellement. Il y a le matériel qui coûte cher, mais ce qui coûte bizarrement le plus cher, c'est la place pour les mettre, les systèmes de refroidissement. Les GPU chauffent beaucoup. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas rien, quoi. Merci beaucoup à mes intervenants. On peut les applaudir, hein, vraiment. Merci.